Et je cède la parole donc à Fouad Ben Mostafa. Merci. Merci Aziz, mesdames, messieurs. Je voudrais vous saluer, vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux à cette première finalement de RSO sur l'investissement responsable. Jusqu'à présent, la responsabilité sociale était un thème qu'on développait autour des entreprises et de leurs dirigeants. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder les choses de l'autre côté, celui des investisseurs, des gérants de capitaux, de ceux qui prennent la décision de placer l'épargne finalement, et à travers leurs décisions de placement, leur choix de placement, la gestion de leur portefeuille, ces acteurs qui peuvent aussi influencer le comportement des entreprises en faveur de la prise en compte d'un certain nombre de facteurs qui longtemps ont été considérés comme des facteurs dits extra-financiers en dehors de la finance. Et qui n'étaient en réalité pas si extra-financiers que ça, parce que, et c'est peut-être un des thèmes qui va être débattu aujourd'hui, on va s'apercevoir que les passerelles et les interactions sont très fortes entre le social, l'environnemental, la gouvernance, l'éthique, le comportement vis-à-vis des communautés, des territoires où on opère, sont des interactions importantes qui impactent les résultats des entreprises. Je voudrais juste en un mot mettre en perspective aussi, pour achever la mise en perspective de cette réunion, ce n'est pas la première fois au Maroc qu'il est question d'investissement responsable. Il y a une histoire, le temps va vite et il faut garder la mémoire des choses. C'était en décembre 2005. En décembre 2005, à Sfarat, il y avait eu, je crois que c'était la 3e édition des 4e des intégrales de l'investissement, organisée par la DIA à l'époque, la Direction des investissements. Le thème était l'investissement socialement responsable, déjà. Et à cette occasion-là, le Premier ministre de l'époque était Sidris Juto. Il avait, en séance d'ouverture, lu un discours d'ouverture, un message de Sa Majesté le Roi. Et Sa Majesté le Roi était le premier chef d'État arabe, africain, à l'époque, en 2005, à parler du concept d'investissement responsable, à dire son soutien à ce concept et à appeler les entreprises et les investisseurs à s'orienter sur cette voie-là. Et je me souviens des yeux grands ouverts de beaucoup d'acteurs qui disaient mais c'est quoi cette affaire d'investissement responsable et d'investissement socialement responsable, qu'est-ce qui leur arrive, etc. C'était réellement... Il y en a beaucoup qui le font maintenant. Voilà, mais déjà en 2005. Donc une des questions qu'on peut déjà se poser, est-ce que le concept avance dans notre pays? Si oui, comment? À quel rythme? Je veux aussi rappeler que immédiatement après les intégrales de l'investissement en décembre 2005, donc il y a eu quelques mois après l'élection de Moulay Hafid Alami à la présidence de la CGEM, et une de ses premières actions, ça a été l'adoption de la charte de responsabilité sociale de la CGEM. C'était en mai 2006, et la mise en place dans la foulée du label de responsabilité sociale de la CGM. C'était en 2006, c'était donc il y a 10 ans maintenant. On est à 10 ans, les intégrales de l'investissement c'était il y a 11 ans. Donc 11 ans, 10 ans, c'est à la fois très court à l'échelle de l'histoire, aussi beaucoup à l'échelle de la vie d'un être humain. C'est quand même une tranche de vie, c'est important, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui on est réunis autour de ce thème comme si on avait l'habitude de le faire, comme si c'était quelque chose de naturel. Voilà, ça veut dire que le concept c'est quand même pas mal naturalisé. Alors autour de la table, nous avons des intervenants triés sur le volet qui vont nous apporter des choses extrêmement intéressantes, passionnantes sur ce sujet. On va commencer par monsieur Naufel El-Khatib, qui est directeur associé chez Mazars en Financial Advisory Services et qui est membre aussi associé de la MIC. Alors, si Khatib Naufel est diplômé du cycle normal de l'ISKE en finance et comptabilité.
il est titulaire d'un DESS, pardon, ce qu'on appelle, excusez-moi, ce n'est ni un DEA, ni un DESS. C'est un DESF. C'est mieux encore que tout ça, c'est un DESF. Voilà. En fait, il est expert comptable. Mais c'est de la préhistoire. Hein. Voilà. Mais il ne s'est pas contenté d'avoir des diplômes. Il a intégré le cabinet Lazard en 1994 et il est aujourd'hui associé en charge de l'activité Financial Advisory Services. Il dispose son expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'audit et du conseil aux entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Et il a participé à la réalisation et à la gestion de plusieurs missions de due diligence qui comprennent des audits qui peuvent être aussi des audits opérationnels et de gestion. Il a réalisé plusieurs audits diagnostiques à l'occasion de restructuration. C'est quelqu'un qui connaît la vie de l'entreprise dans ses différentes phases, hein, quand il s'agit de l'auditer, de l'évaluer, de l'accompagner dans ses grands changements. Si Naufel a assuré la mission d'expert indépendant à l'occasion de plusieurs opérations d'introduction boursière, donc il connaît bien mon voisin de droite et celui de gauche. Plutôt de retrait. Hein? Plutôt de retrait. Ah, des opérations de... Allez, Alors, il assure l'accompagnement aussi d'investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, dans le cadre de leur stratégie d'investissement au Maroc. Et ces accompagnants peuvent aller de la préparation des études de faisabilité au déploiement des opérations d'investissement pour le compte de fonds d'investissement, mais aussi pour le compte d'opérateurs industriels. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur finalement des opérations à la fois d'investissement, d'évaluation des entreprises, d'aide à la décision en matière de restructuration. Et ce qu'on va lui demander, c'est de nous parler de ce que représente pour lui ce concept d'investissement responsable, quelle définition il en a, quel sentiment il a sur la réalité de cette matière aujourd'hui au Maroc, et surtout quelle perspective, comment sent-il se dessiner des perspectives autour de ce concept pendant un quart d'heure. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'essaierai de... écoutez, merci pour cette présentation et j'essaierai de faire une présentation qui a été préparée, qui est un peu généraliste, en essayant de vous donner quelques éléments par rapport à ma modeste expérience avec certains éléments, disons, pratiques, en laissant d'autres collègues présenter leurs éléments sur, enfin des appréciations sur leur vécu. Qu'est-ce que c'est que l'ISR? Comme cela a été dit au préalable, c'est l'intégration d'éléments qualitatifs dans l'acte d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne se base plus uniquement sur un tableur Excel, sur des calculs de rentabilité pour décider d'investir ou pas investir. Ces éléments qualitatifs, ce sont des éléments qui peuvent être sociaux, environnementaux, éthiques. Mais je dirais, pour faciliter les choses, l'éthique au sens large, tout en sachant que la notion d'éthique est paramétrable en fonction de chaque personne ou de chaque institution. Disons, le degré compliance par rapport à une éthique normative n'est pas toujours le même. Donc, les critères, ce sont des critères financiers et des critères éthiques qui peuvent être des critères religieux, des critères moraux, qui peuvent être des critères environnementaux, etc. Bon, juste pour vous donner un exemple, dire à un écologiste d'investir au niveau du nucléaire, c'est pire que de dire à un musulman d'investir dans un casino. Ou c'est la même chose. Mais en tout cas, ça a les mêmes points. C'est une sorte d'éthique, de normes morales personnelles. Quelle est l'utilité de l'ISR? L'ISR, l'ISR, ce qu'il faut... J'essaierai de ne pas utiliser des termes de jargon comptable. L'ISR, elle est dans la tête de tout un chacun. C'est-à-dire l'intégration de certains éléments éthiques. L'apport de l'ISR, c'est essayer de formaliser ça dans le cadre de stratégies écrites. Ne pas se baser sur la décision d'une personne, parce qu'on est en train de parler d'une institution, mais de dire, par exemple, à un fonds d'investissement, les propriétaires du fonds, ceux qui investissent dans le fonds,
disent à la société de gestion, attention, on a mis par exemple 1 milliard de dirhams, mais vous ne touchez pas aux activités polluantes, vous ne touchez pas à l'armement, vous ne touchez pas au casino, vous ne touchez pas à l'alcool, vous ne touchez pas à ça, vous ne touchez pas à ça. C'est une décision de celui qui mise ses fonds, tout simplement. C'est une formalisation. On ne laisse pas ça, disons, on laisse pas cette décision au choix d'un individu. Je dirais, pour utiliser une analogie comptable, l'ISR, c'est ce qu'est l'image fidèle à la comptabilité. C'est une recherche permanente, un ajustement permanent. Il n'y a pas de vérité absolue, tout est mobile. L'essentiel, c'est que l'effort soit fait dans une orientation particulière, sous une forme normée. Si j'adopte des principes comptables, ce n'est pas parce que les principes comptables sont 1000% bons, de 100% bons. Les comptables, ceux qui ont une formation comptable ici me comprendront, mais c'est que ceux qui s'approchent le plus de l'image fidèle. Et les principes évoluent pour améliorer cette approche de l'image fidèle. On parle de normes comptables, CGNC, après, en fait, bon, les plans comptables français, etc., européens, les normes IFRS, c'est une recherche continue de cette vérité. Alors, l'utilité, c'est qu'on essaye de ne pas rester dans un acte à court terme, mais de mettre l'acte d'investissement dans une approche durable et profitable pour la société. Quand on décide de ne pas rentrer dans un secteur, c'est parce qu'on considère que ce secteur, ou bien qu'on n'a pas d'apport à donner à ce secteur, parce qu'on ne sait pas, ou bien parce que notre rôle est d'exiger que ce secteur se structure de telle façon ou telle façon. Et je vous assure que de plus en plus, cela n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, vous avez les contrôles quand on fait des due diligence, et si Mustafa pourra le confirmer, on nous demande de dire est-ce que les conseils d'administration se tiennent conformément à la loi. Mais au-delà de la loi, est-ce qu'ils se tiennent régulièrement? Est-ce que leurs décisions sont correctement documentées? Est-ce que les administrateurs sont bien renseignés? Etc. etc. Donc là, c'est l'aspect gouvernance. Pour parler de l'historique de l'ISR, il n'a pas commencé en 95, il a commencé il y a longtemps. Très longtemps. Non, c'était juste. Il a commencé très longtemps, il y a très longtemps, avec des niveaux ça a avancé petit à petit. De 1700 vers 1800, les premières formalisations de l'acte d'investir avec des critères plus ou moins éthiques ont été faits par je parle de formalisation, par les Quakers, qui sont une catégorie de la religion chrétienne, et qui mettent le sens éthique au centre de leur décision d'investissement. Puis après, il y a eu des évolutions et réellement la formalisation, la grande formalisation a commencé à partir de 1900 vers les années 80. Les motivations, principalement 3 catégories: une ambition militante ou religieuse, le rôle de l'investissement pour un développement durable, et puis la recherche d'une meilleure gestion du risque. Parce que qui dit toujours, dans l'acte d'investissement, c'est qu'il y a toujours une connotation de gestion du risque, quel que soit le cas. Alors, les fonds, qu'est-ce qu'il y a comme principale catégorie? Disons, des fonds de développement durable, notre ami est là pour en parler. L'engagement actionnarial ou l'activisme actionnarial, il y a des fonds qui donnent une importance particulière au comportement des actionnaires. Et puis, les fonds d'exclusion. On arrivera tout à l'heure. Fonds d'exclusion, ça veut dire que c'est des fonds qui investissent dans des secteurs ou dans des catégories, mais il est donné interdiction aux sociétés de gestion à toucher certaines catégories. Tout simplement. On va dire, vous investissez, par exemple, Mustafa pourra en parler tout à l'heure, vous investissez dans telle catégorie agricole, mais vous n'investissez pas dans telle catégorie agricole, sauf telle catégorie qui est très polluante.
Et en tant que société de gestion, il ne pourra pas regarder, il est surveillé par le comité d'investissement, etc. Il ne pourra pas regarder ces domaines d'exclusion. Donc l'argent investi agit comme un levier pour construire un monde plus écologique, par exemple, ou plus éthique. Les critères, généralement l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise. Mais tout ça, vous pouvez le regrouper dans une catégorie large qu'on peut appeler une éthique d'entreprise. Comme cela a été dit, il y a des stratégies d'investissement des fonds ISR qui sont importantes. Vous savez, on peut toujours classer en 2 ou en 3, mais, ou en 4 ou en 5. Si on veut mettre en 5, vous avez les best in class, c'est-à-dire les meilleurs, ceux qui respectent le plus dans une certaine catégorie. Les best in universe, c'est-à-dire les meilleurs dans toutes les catégories. Les exclusions normatives, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'on exclut certaines catégories d'office. L'exclusion sectorielle, on exclut des secteurs entiers. Et puis des sélections thématiques, c'est des fonds dédiés à des thématiques particulières. Il y a aujourd'hui des fonds pour l'investissement dans l'énergie renouvelable de telle catégorie en Afrique. Point. Pas d'autre. Alors, avant de passer sur des choses, donc composition des fonds ISR, c'est comme les autres fonds, on a des fonds d'action, d'obligation, du monétaire, du diversifié action auto, il y a toutes les panoplies en fonction des outils financiers et des produits financiers que nous avons. Je pense que le plus important dans l'ISR, c'est ces deux choses. Déjà, ce ne sont pas des dogmes. C'est un dogme concernant le principe, mais il n'y a pas de réalité parfaite. Chaque fonds ISR ou société de gestion ISR développe sa grille d'analyse. C'est-à-dire on va donner des cotations à des éléments qualitatifs en plus de la cotation des éléments financiers. C'est-à-dire que si par exemple je respecte totalement les règles usuelles de gouvernance, de bonne gouvernance, je vais noter sur 20. Si je suis en conformité avec les règles de l'environnement, je vais noter sur 20. Si je suis en conformité avec les règles fiscales, je vais noter sur 20. Si je suis en conformité avec certains éléments non obligatoires, mais qui sont recommandés en matière sociale, je vais noter sur 20. Par exemple, si une entreprise donne 5 jours de plus de congés à ses, à ses employés. Et à la fin, la décision d'investir dépendra d'une notation globale qui tiendra compte d'éléments financiers, c'est-à-dire le business plan, les investissements, enfin le business plan opérationnel, l'investissement, le taux de rentabilité interne, etc. Mais tiendra également compte d'éléments non financiers. Et quand vous arriverez à la notation, vous pouvez trouver qu'à rentabilité égale ou rentabilité sensiblement inférieure, l'entreprise qui sera plus compliant avec les... pardon, j'utilise des termes du jargon anglais. Les entreprises qui seront plus en conformité avec des critères qualitatifs auront une note supérieure à celles qui aura plus de rentabilité, rentabilité financière. Supposons que quelqu'un a un TRI de 14%, l'autre a un TRI de 13%. Si celui qui a 13% est très bien organisé et respecte l'environnement et respecte les droits sociaux, etc., l'acte d'investir se portera sur celui de 13% plutôt que celui de 14%. Donc, et la grille d'analyse, elle comporte essentiellement 3 volets, le social, l'environnement et la qualité du management. Les avantages. Réduction de certains coûts et puis une majoration des revenus à long terme. Quand on investit avec 13% de TRI au lieu de 14%, avec des gens qui sont contents d'être dans l'entreprise, on a moins de chances, ou de risques plutôt, d'avoir un arrêt de travail de 3 mois avec un amortissement du matériel qui ne peut pas être répercuté. Le fondement, c'est cela, c'est le développement durable, il ne faut pas avoir honte de le dire, de gagner de manière durable de l'argent et non de manière risquée.
la grille d'analyse, fidélisation et progression pour le social, l'environnement c'est essentiellement la politique environnementale, et puis la qualité du management qui est importante dans les organes de gouvernance. Pardon, je suis en train de revenir en arrière. Limitations, les critères de responsabilité, sociale sont importants. Donc, par rapport à notre environnement marocain, souvent c'est des critères très discriminants. On le vit aujourd'hui quand on analyse des sociétés qui sont susceptibles d'être capitalisées par des fonds d'investissement. On regarde 2 ou 3 réunions et puis on met de côté, parce que même si c'est rentable, on dit le fonds d'investissement ne mettra jamais l'argent dans cette boîte-là parce que pendant 1 an ils n'ont pas payé leur cotisation sociale, etc., etc. Donc des choses qui dans la pratique marocaine ne sont pas choquantes, sont de plus en plus choquantes, mais on est habitué. Mais il y a certains fonds d'investissement qui, pour eux, pour les sociétés de gestion, c'est une interdiction de mettre d'essayer même d'investir dans ce type de boîte. Certains bons investissements financiers peuvent être mis à l'écart. L'image de marque d'une société peut mener à une erreur parce que ça devient, l'ISR, ça devient aussi un label. Les gens disent « je suis ISR », je suis socialement responsable. C'est facile de le dire, très difficile de l'exécuter. Après, il y a des audits, etc. et tout le monde ne passe pas le cap. Et la responsabilité sociale est une idée subjective, émouvante. Ce dont on parlait comme responsabilité sociale en 2005 n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la marge d'analyse, c'est énormément affiné et ça affinera de plus en plus. Alors, je reviens, avant de clôturer et passer la parole à mes collègues, certains penseront et diront l'ISR c'est pour les riches, pour nous c'est pas le moment. Normal comme réflexion, et à mon avis, je peux peut-être me tromper, totalement faux à horizon 5 ans. Pourquoi? Parce que l'entreprise marocaine a besoin de capitaux, a besoin et aura besoin de capitaux. Ces capitaux ne seront plus disponibles dans le système bancaire à cause des règles de Bâle 3. Comme les entreprises ont besoin de se développer, elles s'ouvriront vers les fonds d'investissement. Tout simplement. Les fonds d'investissement, dans leur majorité étant investis, excusez-moi de la redondance, par des investisseurs institutionnels ayant des politiques ISR, ces fonds ne pourront investir que sur des sociétés de mieux en mieux organisées et de plus en plus respectueuses des normes fiscales, sociales, environnementales, etc. Ceux qui ne seront pas là resteront sur le carreau pour mourir petit à petit, parce qu'elles n'auront plus accès au financement. Vous savez très bien qu'en entreprise, stagner n'existe pas. C'est juste une question de temps. Où on avance, on meurt. On a accès au financement, on avance. On n'a pas accès au financement, à terme, on meurt. Bâle 3 sera d'application obligatoire au Maroc en 2018. Ça veut dire que les banques auront moins d'argent à lever, pourront moins s'endetter pour donner du crédit. Elles devront utiliser leurs fonds. Donc du coup, les banques sélectionneront les meilleurs. C'est naturel. Et celui qui aujourd'hui, dans la grille de financement bancaire, et qui est borderline, ne sera pas dans la grille de financement bancaire dans 3 ans. Après, c'est peut-être pas 3 ans, il y aura peut-être des aménagements, des modulations pour une mise en œuvre. Si ce n'est pas 2018, de toute façon, en 2023-2025, les carottes seront cuites. Et là, je finis, je laisse mes collègues. Merci.